Bonjour à toutes et tous et très heureux de vous retrouver pour une nouvelle causerie de l'environnement et du développement durable de l'Université numérique de La Réunion. Nous sommes heureux de poursuivre cette série sur la biodiversité et la protection de la nature avec un focus sur les aires marines protégées avec Rodolphe de Villers, Institut de recherche, directeur de recherche et Institut de recherche pour le développement. Bonjour Rodolphe de Villers. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors nous allons aborder aujourd'hui une nouvelle thématique, protéger les eaux des terres australes françaises. Alors le président de la République a annoncé récemment qu'il souhaitait et qu'il y avait donc annoncé le 11 février 2022 l'extension de la réserve naturelle nationale des terres australes françaises sur l'ensemble des aires marines des archipels Crozet et Kerguelen, des îles Saint-Paul et Amsterdam, administrées par les terres australes antarctiques françaises. Cela représente 1,6 million de kilomètres carrés, donc ça n'est pas négligeable du tout. Et nous allons donc nous intéresser aujourd'hui à ce qui motive cette extension et comment effectivement, pourquoi élargir cette protection d'une aire marine protégée française pour le coup, et quel va être l'impact sur la biodiversité, quels sont les enjeux en termes de protection de la nature. Voilà, donc je vous laisse peut-être nous présenter parce que tout le monde n'a pas forcément localise pas forcément ces terres australes. Non, ça fait rêver, hein. On imagine toujours les îles Kerguelen, etc. C'est quelque chose qui, évidemment, dans notre imaginaire, nous amène à voyager vers eh bien, cet espace austral. Mais ça se situe où exactement, en fait? Alors les terres australes se situent dans l'océan Indien, dans le sud de l'océan Indien. Je vais vous montrer une carte là. Donc ce que vous ici sur la carte, vous voyez, enfin en haut à gauche de la carte, vous voyez un petit peu une carte de localisation là qui est un peu petite. Vous voyez l'Afrique sur la gauche. Donc l'Afrique ici avec Madagascar, l'Australie de l'autre côté. Donc Réunion, on est plus ou moins. Oups, mon doigt est un peu trop rapide là, mais un peu plus haut que ça. Voilà, et les terres australes, donc si vous voulez, c'est au sud-est de la Réunion. C'est à mi-chemin entre l'Afrique du Sud et l'Australie, en gros. Voilà. Et c'est une archipel, donc c'est un ensemble d'îles. Certaines sont un peu plus grandes, donc comme les îles Kerguelen. Certaines sont beaucoup plus petites, comme l'île d'Amsterdam. Il y en a même des beaucoup plus petites encore. Et ce sont des îles qui sont gérées administrativement par les TAF, donc pour l'administration qui gère les territoires austral et antarctique français, qui est d'ailleurs basée à Saint-Pierre à La Réunion ici. Alors, ce sont des îles qui ne sont a priori pas habitées, ou du moins peu habitées, si ce n'est par des scientifiques ou par des... Est-ce qu'il y a des populations sur Voilà, donc place? ce sont des territoires qui sont très loin, très isolés et donc très naturels d'une certaine manière, donc très, très bien préservés de l'impact humain. Il y a, à ma connaissance, il y a pas de population résidente là-bas du tout. Voilà, il y a une base scientifique, il me semble, au Kerguelen, avec des scientifiques et puis des équipes un petit peu plus opérationnelles sur le terrain qui sont présentes là-bas. Mais voilà, c'est l'accès, enfin du moins l'accès est difficile et contrôlé et n'y va pas qui veut pour faire ce qu'il veut là. Ça fait partie aussi d'une réserve naturelle qui est à la fois sur la partie terrestre et la partie marine. Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous aviez présenté sur une causerie précédente, sur les aires marines protégées en général, celles qui sont le plus éloignées voilà, des populations humaines. On va dire, présente, il y a 4 caractéristiques d'ailleurs de mémoire qui permettent de faire qu'une aire marine puisse être développée et permettre l'émergence de la biodiversité, ou du moins de la protection. Là, pour le coup, on est loin de tout. Il y a peu de population humaine. Il y a peut-être des activités quand même autorisées de pêche, mais pour le coup, il y a un certain nombre de choses qui font que ce sont quand même, c'est assez exceptionnel d'avoir de tels espaces qui peuvent être protégés et du coup qui vont être bien plus protégés qu'ils ne l'étaient. Oui, donc ouais, ça, c'est la huitième causerie qu'on fait sur les aires marines protégées. Donc on a touché à pas mal de sujets dans les sept autres causeries. Puis j'avais un petit peu discuté des différents types d'aires marines protégées. Il y en a des petites, il y en a des grosses, il y en a qui sont proches des territoires habités, il y en a qui sont très très loin, etc. Donc ici on est vraiment dans une très grande aire marine protégée, très loin des territoires qui sont peuplés. Voilà, on est très, très loin de la métropole française, on est très loin de l'Afrique aussi et de l'Australie. Et donc le but un petit peu, c'est de protéger des écosystèmes qui sont en fait relativement intacts, le plus possible du moins de l'impact humain.
Donc on y trouve, du fait de leur isolement, etc., on va trouver par exemple des espèces qui sont assez uniques, on va trouver il va y avoir des activités humaines qui sont extrêmement réduites, donc on en parlera un petit peu, il y a un peu de pêche qui, est là, qui prend place là-bas. Mais on est sur des environnements quand même qui sont très, très uniques et donc très importants à protéger. Alors, du coup, quel est le projet pour ces... Parce que finalement, les aires marines existent déjà, mais aujourd'hui, donc, il y a un projet d'extension. Comment est-ce que ça se concrétise comment d'un point de vue géographique? Ouais, donc cette réserve naturelle a été créée, il me semble, en 2006 et a été renforcée, c'est-à-dire a été modifiée plus tard. Et là, il y avait un projet de la re-renforcer, si vous voulez. Donc la rendre. Dans les causeries, j'ai parlé un petit peu des niveaux de protection. Donc il y a des aires marines protégées qui ont des niveaux de protection très bas. En fait, en gros, ce que ça veut dire, c'est que les activités humaines, il y a beaucoup d'activités qui sont permises, qui peut être de la pêche industrielle, par exemple, etc. Et il y a des aires marines protégées très très protégées. Donc là, l'idée, c'était de partir d'une aire marine protégée moins protégée à quelque chose de beaucoup plus protégé. Et puis, je peux vous montrer un petit peu, on Mhm. peut commencer par la fin. Oui. Voilà. Donc ici, vous avez deux cartes, hein, donc qui regardent à Saint-Paul et Amsterdam. Donc c'est une partie des terres australes. Et à gauche, vous aviez la situation en décembre dernier, hein, ce qui est le territoire français. Donc la ligne noire au milieu, les deux petits points, c'est Saint-Paul-Amsterdam, hein, ce sont des îles quand même assez petites, Très petites les îles, deux oui. petits points au Mhm. milieu là. Mhm. Et le trait noir autour, c'est le territoire français. Donc si vous êtes à l'intérieur de ce cercle-là, vous êtes en France. Si vous êtes à l'extérieur, vous êtes en zone internationale. Mhm. Et la zone un petit peu hachurée qui est là, c'était la zone qui était protégée. Voilà, donc l'année dernière, c'était la situation. Donc Saint-Paul et Amsterdam, on avait une zone de protection qui était proche des îles, relativement proche, et on avait une zone qui n'était pas du tout protégée. Et en fait, voilà ce que le président Macron a annoncé au mois de février, c'est ce qui est à droite sur la carte, c'est que l'intégralité de la zone française, donc l'ensemble de la zone française va maintenant être protégée, et en plus de ça, voilà, en plus de ça, il y a une zone un petit peu où la protection va être renforcée, va être encore plus forte qu'elle n'était avant, qui est la zone ici en rouge. Donc voilà, on accroît à la fois la taille de la protection, de la zone protégée, et le niveau de protection dans ce cas-là. D'accord. C'est-à-dire qu'auparavant, elle était protégée, mais elle permettait les activités de pêche, par exemple. Alors voilà, avant il y avait un niveau de protection. Après c'est ça, voilà, il y a différentes activités. Là, c'est pas tellement les activités qui sont permises, c'est les activités qui vont être permises dans le futur. Mhm. C'est-à-dire qu'avant, oui, on pouvait potentiellement avoir des activités un petit peu dans le territoire qui étaient sur l'extérieur, et on pouvait avoir des activités un petit peu qui étaient à l'intérieur sur certaines activités plus restreintes. Tandis que maintenant, la zone qui est en rouge à droite, par exemple, est quasiment intégrale, ce qui veut dire qu'il n'y a presque pas d'activités humaines qui sont permises, qui peuvent endommager l'environnement. Alors, qu'est-ce qui motive une telle décision aujourd'hui? Bon, il y a un petit peu un élément politique là-dedans, hein, qui est la France a signé des accords internationaux qui demandent d'augmenter le niveau de protection des aires marines protégées, hein, avec tous les pays. Alors, on avait une causerie là-dessus, hein, sur les objectifs internationaux de conservation. Mhm. Donc, il y a un élément politique et puis il y a un élément aussi de protection qui est une évolution normale. En fait, beaucoup d'aires marines protégées n'arrivent pas de aucune protection à une protection forte d'un seul coup. Là, ça se fait par étapes pour différentes raisons. Donc voilà, celle-là a été créée en 2006 et puis ensuite a eu différentes étapes. Donc ça, c'est une étape suivante un petit peu au niveau de protection qui vise à renforcer la protection d'espèces qui sont vraiment uniques et plus en danger qu'à d'autres endroits. Mais est-ce que c'est une feuille de route finalement long terme qui a été décidée il y a longtemps? C'est-à-dire qu'on est là dans un agenda qui se concrétise, d'une évolution de la protection, ou est-ce que c'est lié à des observations qui permettraient d'imaginer qu'il y a peut-être intérêt à agir rapidement Alors là, je suis pas dans le secret des dieux. Mhm. Je dirais que voilà, ces différentes étapes-là n'étaient pas programmées nécessairement du début De de la la réserve création? naturelle en Mhm. 2006. Du moins, il n'y avait pas un calendrier en disant en telle année et en 2022 on va faire ça. Et je pense pas non plus que ce soit relié à un constat qui dit vraiment les espèces, l'année dernière on a vu que les espèces déclinaient, il faut absolument faire quelque chose, etc. Je pense que c'est plus une évolution un peu graduelle, voilà, qui se fait au niveau des territoires outre-mer français, de la même manière que ça se fait aussi en métropole sur pas mal d'aires protégées. Ouais, j'imagine aussi qu'il y a une dimension scientifique, c'est aussi une belle opportunité de laisser des espaces naturels
permettre justement la recherche et la meilleure connaissance de cette évolution de la biodiversité dans les aires protégées, quoi. Alors, c'est certain, ça c'est un aspect dont on a très peu parlé dans ces causeries là, mais c'est que quand on crée une aire marine protégée, en fait, on va créer tout un plan de gestion, on va créer toute une mécanique un petit peu qui va promouvoir l'étude scientifique de ces territoires-là. Voilà. Donc on a comme un mandat, une fois qu'on crée une aire marine protégée, on a un peu un mandat de savoir qu'est-ce qui se passe, comment les choses évoluent. Donc on va établir un petit peu des différents suivis de l'environnement. Alors dans ce cas-là, ça va être l'environnement terrestre, l'environnement marin, ça peut être les oiseaux, les poissons, ça peut être les mammifères marins, etc. Avec en collaboration ou non, alors ça dépend un petit peu du cas, dans ce cas-là c'est en collaboration avec des scientifiques universitaires, de spécialistes de différentes espèces. Mhm. Alors, du coup, ces îles sont quand même très petites. Si on regarde l'échelle, on a une échelle voilà, de 1 centimètre environ 20 km. Donc on voit que ce sont des très petites îles, qui a une surface de protection qui est quand même assez importante. Alors nous avons ici une magnifique photo de l'île Amsterdam, qui est une petite île, on l'a vu, hein, mais par contre, on peut comprendre qu'il y ait une diversité à la fois sur Terre, une diversité de la faune, de la flore, et aussi, évidemment, dans l'océan, avec une biodiversité très importante. Et on peut comprendre effectivement l'intérêt d'accentuer la protection de cette biodiversité à travers une aire marine protégée, renforcée, puisque c'est bien ça dont il s'agit, elle va être renforcée par rapport à l'existant aujourd'hui. Alors, Rodolphe de Villers, cette biodiversité aujourd'hui, est-ce qu'on a des exemples d'animaux, enfin, qui sont vraiment symboliques de ces îles? Est-ce qu'il y a des risques d'extinction? Est-ce qu'il y a des animaux qui sont au contraire en croissance? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Voilà, donc ces îles-là ont certainement une certaine biodiversité, mais on est très loin de la biodiversité qu'on retrouvera sur des récifs coralliens, par exemple, au milieu de l'océan Indien, etc., ou du Pacifique. Mais par contre, souvent, ils vont être caractérisés par des espèces qu'on va retrouver uniquement dans ces environnements-là, qui ont été assez isolés. Alors ça, on appelle ça des espèces endémiques. Ou alors des espèces qui sont assez rares qu'on va retrouver. Enfin, voilà. Donc, juste pour vous donner un exemple ça, sont des espèces qui sont en fait assez communes pour celles-là. On voit une otarie à fourrure d'Amsterdam, qui n'est pas trouvée que sur l'île d'Amsterdam, mais une des plus grandes populations de ces otaries-là est trouvée sur l'île d'Amsterdam. Et vous voyez qu'en fait, donc ici le tableau fait référence à quelque chose dont j'avais parlé dans une autre causerie, qui était une classification faite par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN. Et l'UICN est un organisme international qui, entre autres, ont créé une liste rouge des espèces qui donne aux espèces une classe en fonction du risque d'extinction de l'espèce. Donc ça peut aller de ce qu'on voit ici, en fait, le LC, Least Concern, sur la diapositive, qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de grand risque d'extinction, jusqu'à l'extinction d'une espèce, dépendant de l'espèce. Donc ici, le tableau, ce qu'on voit, c'est qu'on a la classification à la fois sur les îles australes et à la fois dans le monde. Donc on voit que ces espèces ici sont à la fois relativement communes, ou du moins elles sont pas en danger d'extinction, à la fois dans les terres australes et en dehors des terres australes. Par contre, si on passe à d'autres types d'espèces, alors ici ce qu'on regarde, ce sont les oiseaux marins nicheurs sur les territoires de Saint-Paul et Amsterdam. Et ici, vous voyez, donc c'est pareil, hein, vous avez dans le monde et puis sur ce territoire-là. Et ici, vous voyez, au terme de couleurs, on change de gamme de couleurs, hein. Donc au lieu d'être dans le vert, donc c'est certain qu'il y a toujours des espèces qui sont un petit peu moins en danger. Là, on commence à avoir du rouge, en danger. On a du orange vulnérable, et on a en danger critique du noir. Donc le noir, c'est la catégorie ultime un petit peu avant l'extinction d'une espèce. Donc l'extinction, ça voudrait dire que tous les individus, soit localement, sur ces territoires-là, ont disparu, soit dans le monde. Voilà. Alors donc, là, pour le coup, c'est plutôt local. On voit que finalement, elles sont plutôt en danger sur cet espace des terres australes françaises, mais pas ailleurs. ouais, enfin bon, si on regarde le fou du Cap, par exemple, va être en danger critique sur ce territoire-là, mais quand même en danger de manière générale. Ouais. Donc voilà, ça dépend, mais c'est certain que, donc,
contrairement à certaines aires marines protégées où on essaie de protéger des sites qui sont très riches en biodiversité, mais qui n'ont pas forcément une faune ou une flore unique, ici on est quand même sur des écosystèmes qui sont assez spécifiques, uniques, avec, je disais, des espèces endémiques, des espèces qui sont un peu spécifiques au territoire, qu'il faut protéger sur le long terme, parce que si elles disparaissent, eh ben, il n'y en a plus. Voilà. Donc il y a d'autres espèces un petit peu qui sont représentatives de ce territoire-là, mais quand on regarde du côté des oiseaux, par exemple, on peut avoir juste une dizaine, ou une vingtaine, trentaine de couples d'oiseaux qui restent, voilà, et après, si ces couples-là disparaissent, ben, l'espèce a disparu. Alors, vous avez du coup été consulté, vous avez travaillé avec une équipe de chercheurs pour, finalement, pour recommander, pour faire de la recommandation sur qu'est-ce qui serait le plus optimum en termes de protection, de zones, d'espace, etc. Donc comment est-ce que vous avez procédé pour eh bien, évaluer d'abord l'existant et puis surtout ensuite préconiser éventuellement des zones qui seraient prioritairement à protéger? Voilà. Donc je vous présentais tout à l'heure, je vous avais montré deux cartes. Qui était la carte avant et après, comme l'année dernière et puis cette année après la déclaration de Macron. Et en fait, ce avant-après a été informé par une équipe scientifique. Donc moi, j'ai participé avec ça de manière assez modeste, hein. J'ai contribué à l'élaboration d'une méthode qui permettait de mettre des données d'oiseaux avec des données de mammifères marins, avec des données de poissons, etc. pour essayer je vous montrerai un peu après, là, comment est-ce qu'on met ça ensemble, en fait. Mais sur cette équipe scientifique, il y avait des scientifiques, donc des spécialistes de différentes espèces. Donc on avait des spécialistes des oiseaux de mer, on avait des spécialistes des mammifères marins, on avait des spécialistes d'océanographie, des spécialistes de différents types de poissons, des spécialistes du plancton, etc. Donc toutes des choses dont on va parler, qui étaient réunis un petit peu dans une même salle pour apporter chacun leurs connaissances scientifiques, leurs données au processus et leur expertise. Donc je peux vous montrer un exemple sur la diapositive suivante, hein. Donc c'est une carte, ici je vous montre une carte un petit peu, donc c'est scientifique là. Ça vous donne un exemple un petit peu du type de données qu'on a utilisé. Donc là, vous avez donc toujours le territoire français, hein, le grand cercle noir ici, qui est le territoire français. Vous avez les îles qui sont au centre ici, au centre du cercle. On a en vert la zone qui était protégée avant l'extension de la réserve. Et ce qu'on voit en bleu, en fait, en bleu, jaune et rouge, c'est l'important, c'est le nombre de déplacements, nombre d'oiseaux, si vous voulez, qu'on retrouve à un certain endroit. Donc vous voyez qu'il y a des petits carrés. Alors, les carrés font plus ou moins 1 km par 1 km. Et à l'intérieur de ces carrés-là, on peut observer des oiseaux où on n'en observe pas. Et ce qu'on voit en fait, c'est que proche des îles, on observe beaucoup plus d'oiseaux. Donc vous voyez, c'est ce bleu foncé ici qui dit qu'il y a une grande quantité d'oiseaux de mer. Mais on voit que ces oiseaux-là, qui sont nicheurs sur les îles, vont se déplacer en mer pour aller se nourrir et peuvent aller parfois très loin. Donc on va retrouver des éléments bleu foncé un petit peu, qui peuvent être même en dehors complètement de ça. Donc on utilise, nous, en tant que scientifiques, on utilise ces données-là pour comprendre où sont les oiseaux. Et ici, vous voyez en rouge pointillé, par exemple, c'est l'identification d'une zone où on dit, à l'intérieur de cette zone-là, il y a quand même beaucoup d'oiseaux de mer qui sont trouvés. Donc les oiseaux vont utiliser cette portion du territoire pour aller se nourrir, plus qu'à l'extérieur de ce cercle-là. Et donc c'est un exemple parmi énormément de jeux de données qu'on a utilisés. Donc ça c'est ce qui résulte parfois d'années de travail, un petit peu de compilation de données, de missions océanographiques, de gens qui sont allés sur le terrain, qui ont analysé des données. Donc ça dépend un petit peu, hein. Ici vous avez les oiseaux, mais on a les mêmes choses pour les mammifères, on a les mêmes choses pour les poissons, etc. Voilà. Donc on voit que les oiseaux, par exemple, vont pas très très loin, finalement. Enfin, malgré tout, on est peut-être à 20 km là Non, je pense qu'on est plus là. Plus que ça. Ouais. Donc c'est quand même une zone, oui, c'est vrai que vu l'échelle que vous montriez tout à l'heure, c'est un peu, oui, c'est plus que ça. Ouais. C'était environ 20 km par centimètre, donc c'était assez important. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire donc, justement sur cette biodiversité à la fois en surface, dans les airs et sous les mers? Donc on a là un système complet. Vous avez montré dans une autre causerie la complexité de ce système-là et comment les espèces réagissent et interagissent les unes avec les autres, notamment dans la chaîne alimentaire. Pour le coup, qu'est-ce qu'on trouve Voilà. Donc il y a certaines aires marines protégées qui sont créées pour protéger principalement une espèce. Mais ici, dans le cas des terres australes, en fait, c'est une aire marine protégée qui est un petit peu utilisée pour protéger un écosystème.
Donc c'est pas juste une espèce d'oiseau, c'est pas juste une espèce de baleine, c'est un ensemble de choses. Alors ici sur l'illustration que je vais vous montrer là, on voit un petit peu la diversité d'espèces que vous pouvez avoir. Donc on a les oiseaux de mer hein, dont on a parlé. On a les mammifères marins. Alors ça peut être les otaries, ça peut être mais aussi les baleines, etc. On a les poissons. Quelque part, des poissons, voilà. Mais on a aussi, par exemple, le phytoplancton. Alors, le phytoplancton, ce sont des micro-organismes qui vivent dans l'eau et qui puisent leur énergie, en fait, qui fabriquent leur énergie à partir de la lumière. Hein. C'est comme c'est des plantes. C'est des petites plantes, si vous voulez, dans l'eau. Et ce phytoplancton va servir de nourriture donc, aux zooplanctons. Les zooplanctons sont des petits animaux microscopiques. Et puis ce zooplancton va servir de nourriture à d'autres espèces, alors par exemple des crustacés, et ces crustacés vont servir de nourriture aux poissons, et les poissons vont servir de nourriture aux mammifères, etc. Donc voilà, c'est un écosystème qui est complexe, avec des relations un petit peu complexes entre différentes espèces. Et cette aire marine protégée, l'idée, c'est pas forcément de protéger une espèce spécifique, c'est de protéger l'écosystème en général. Et c'est pour ça que dans ce processus-là, de planification, le processus scientifique qu'on avait dans le cadre de ces discussions-là, on avait des experts un petit peu de tous ces éléments. On avait des experts de ces oiseaux, on avait des experts de ces mammifères, des experts du plancton, des experts des poissons, et même des experts un petit peu de la géographie en général. Je peux vous montrer sur la diapo suivante, c'est qu'il y a des éléments aussi qu'on a intégrés dans le processus qui ne sont pas reliés directement à la biologie, mais qui sont des choses dont on sait avoir un lien avec la diversité biologique. Alors par exemple, à droite, vous avez les monts sous-marins. Alors les monts sous-marins, c'est facile, hein, c'est des montagnes sous la mer. Voilà. Et en fait, on sait scientifiquement que même si on ne sait pas du tout qu'est-ce qui est sur cette montagne en particulier, on sait qu'en général, les monts sous-marins ont des écosystèmes qui sont uniques ou plus riches que d'autres écosystèmes. Donc nous, en utilisant des données scientifiques sur la présence de ces monts sous-marins et en disant ben, c'est important de les considérer, on sait en fait que derrière ça, même si on n'y a pas été parce que c'est très inaccessible, c'est très profond, ça demande des moyens scientifiques énormes, on a une bonne chance quand même de protéger les écosystèmes qui sont uniques parce que ça a été montré ailleurs dans le monde que c'est le cas, que les monts sous-marins ont des écosystèmes. À gauche, c'est la même chose. Alors à gauche, sur cette image, ce sont les sources hydrothermales. Alors les sources hydrothermales, en gros, c'est du volcanisme sous-marin, si vous voulez. C'est qu'on va être, on va être sur le fond sous-marin et on va avoir des gaz qui vont s'échapper volcaniques. Donc on a une température qui est différente, on a une chimie qui est différente qui va faire que certains organismes spécifiques vont adapter à ces environnements qui sont assez extrêmes, vont se développer et sont assez uniques. Donc voilà. Donc nous, dans ce processus scientifique-là, on a récupéré des données un petit peu sur les oiseaux, que je vous montrais tout à l'heure, le mouvement des oiseaux, sur les poissons, sur les mammifères marins, mais aussi sur le fond de la mer, sur les montagnes, les monts sous-marins, sur les sources hydrothermales, etc. Et on a essayé de mettre ça ensemble. Et c'est là que c'est un petit peu difficile, parce que bon, comment est-ce qu'on met ça ensemble? Donc ça a été un petit peu mon rôle et celui d'autres personnes dans le groupe, c'est de trouver une manière un petit peu intelligente de mettre ça ensemble, sachant qu'il n'y a pas de manière parfaite. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, voilà, ça serait bien plus il y a d'espèces différentes, plus il faut un petit peu les protéger. Mais si des espèces sont rares aussi, eh bien, c'est plus important de les protéger que des espèces qui sont plus communes. Donc, on a eu une méthode un petit peu scientifique où on regardait, on mettait toutes ces données qu'on a, scientifiques, ensemble en se disant on va favoriser la protection des espèces les plus rares, on va favoriser un petit peu la protection de différentes espèces, etc. Et là, on arrive à voilà une carte qu'on a produite en fin d'atelier. Donc, c'est un atelier de 2 jours avec le groupe scientifique, etc. Et ce que vous voyez, c'est l'importance écologique. Donc, ça, c'est un petit peu la synthèse de ce que notre groupe de scientifiques pensait qui était concernant l'importance écologique de l'écosystème pour Saint-Paul et Amsterdam. Donc, plus c'est rouge, plus c'est important. Et puis plus c'est bleu, moins c'est important. Donc ce qu'on voit, c'est que autour des îles, si vous vous souvenez, les îles sont au centre ici. Donc autour des îles, c'est rouge foncé, hein, parce qu'on se souvient par exemple, les oiseaux étaient très très concentrés autour de ces îles-là. Mais après, on a aussi une zone plus élargie ici,
qui est très importante, qui suit un petit peu des plus hauts fonds sous-marins, avec des monts sous-marins, avec les oiseaux qui étaient aussi présents dans cet espace-là, etc., des mammifères marins qu'on retrouve. Et puis après, on a encore une zone un petit peu plus large ici, qui est aussi importante. Et puis après, on a des zones qui sont, bon, en général, moins importantes, du moins de la manière dont on l'a fait. Voilà. Donc cette carte-là, c'était un petit peu donc, la synthèse de l'état scientifique de la connaissance, qui est imparfaite, mais qui est le meilleur état, enfin la meilleure connaissance qu'on avait à ce temps T, là. Et ça nous a permis de faire des suggestions en termes de protection, où là, on a, en équipe scientifique, on a identifié des zones qui pouvaient être en priorité de conservation soit élevées, soit moyennement élevées, soit assez faibles. Donc, est-ce que la priorité est élevée, moyenne et faible? Donc, on a dit que toute cette zone au centre ici était de priorité élevée. Ici, on était moyenne, et puis ici, on était faible. Et c'est ça un petit peu qu'on a donné. Ça a été notre recommandation scientifique au TAF, qui est un organisme de gestion qui fait partie de l'État, qui ont des scientifiques, mais qui ne sont pas forcément un groupe de scientifiques. Voilà, donc on leur a donné cette carte-là et on leur a dit, voilà, nous, ce qu'on recommande en tant que scientifique, basé sur toutes les données qu'on a mis ensemble, c'est de protéger surtout la partie en vert foncé, en priorité, et de protéger un petit peu moins, si vous pouvez, la partie en vert moyen, et le reste, c'est moins une priorité. Et on a expliqué un petit peu pourquoi. On a fourni les cartes des différentes espèces, différents groupes d'espèces, etc., pour leur donner cette recommandation. Et c'est ce qui nous a mené un petit peu à la carte que je vous ai présentée au début. Donc, ça, oui, ouais, la première voilà. Carte, finalement, quand vous aviez précisé, vous commenciez par la fin. Voilà, exactement. Donc c'est un petit peu de la manière dont on est passé du début à la fin. C'est par ce processus scientifique où on a collecté des données, on a analysé leur qualité, on en a parlé en groupe, on les a mises ensemble, on leur a mis un petit peu des niveaux de priorité en fonction de la rareté des espèces, etc. Et on est arrivé avec une sorte de consensus où on s'est dit, voilà, la zone qui est en rouge ici est plus importante et il faudrait la protéger. Et c'est ça qui a mené donc à la déclaration qui a été faite par le président. Donc ensuite, c'est remonté un petit peu dans le processus politique à travers des consultations aussi avec les différents acteurs. Donc la pêche, par exemple, la pêche à la légine, par exemple, le poisson qui est pêché localement. Qui a mené à cette déclaration et qui a mené à l'accroissement du niveau de protection de cette réserve naturelle nationale. Donc aujourd'hui, on a sur cette zone, par exemple, cette zone de protection renforcée, est-ce que les activités humaines restent autorisées ou qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous avez préconisé? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément d'activités. Oui. Donc, il y a une pêche industrielle, mais de manière qui est quand même assez faible, oui. Qui est faite sur ces territoires-là. Il y a aussi des problèmes de pêche illégale qui peuvent, avec des flottes qui peuvent venir sur les eaux françaises, mais qui n'ont pas forcément de permis pour pêcher. Donc ça, c'est un autre problème qui est géré de manière différente. Mais c'est ça. La zone qui est en rouge, normalement, est une zone où la protection est très très forte, ce qui veut dire que la pêche, normalement, grosse pêche industrielle est interdite ou est réglementée de manière extrêmement stricte. Et les autres activités un petit peu, donc c'est certain que c'est des zones sur lesquelles on ne pourra pas forcément aller extraire des minéraux sur le fond de la mer, enfin des choses qui peuvent se faire. On ne pourra pas mettre une plateforme pétrolière ici si on découvre un gisement et puis commencer à exploiter. Voilà. Il y a un ensemble d'activités humaines qui sont contrôlées et qui sont de manière beaucoup plus importante que la zone en hachuré. Mais la zone en hachuré, c'était déjà le niveau de protection qu'on avait avant. Donc voilà. Donc voilà, je pense qu'on a vraiment là pour le coup un joli panorama en tous les cas de cette évolution, de cette protection sur des terres lointaines, les terres australes françaises, mais qui sont des terres et bien finalement une partie de la France qui permet une évolution de la biodiversité, d'espèces rares, etc. Alors la feuille de route là aujourd'hui pour les scientifiques, c'est d'observer l'évolution, comment est-ce que ça va se concrétiser? Voilà, et ben à partir de là, il va y avoir un travail scientifique qui va se faire aussi, qui va continuer en fait, qui se fait déjà, avec des expéditions un peu océanographiques ou des biologistes qui vont aller sur le terrain, qui vont observer les oiseaux, qui vont observer les poissons, etc. Et souvent, ce qu'on va observer, c'est un peu est-ce que la tendance de ces populations va aller de mieux en mieux ou va aller au pire, et puis là, on va réajuster justement les niveaux de protection en fonction de ça. Moi, il y a quelque chose qui est, dans les 8 causeries qu'on a eues,
Il y en a eu 7 un petit peu où ce que j'ai expliqué, c'est que la biodiversité décline globalement et puis que les choses vont mal. Je dirais on perd un peu la guerre de la protection de la nature au niveau global, mais on gagne certaines batailles. Et puis cet exemple-là, un petit peu dans les terres australes, je pense que c'est un exemple, et c'est pas le seul, hein, où il y a vraiment des travaux intéressants qui se font localement, il y a vraiment une protection qui existe, il y a des écosystèmes qui sont uniques, qu'on arrive à préserver. Et c'est un petit peu des lueurs d'espoir dans un océan des fois de morosité, malheureusement. Mais ce sont des modèles qu'il faut renforcer et qu'il faut un peu reproduire ailleurs, justement, pour essayer d'accroître le niveau de protection de ces aires marines protégées, dont on sait que le niveau est assez bas de manière générale, comme je l'ai montré dans le monde. Eh bien, Rodolphe de Villers, je pense que ça sera le mot de la fin, puisque là, on reste sur une note optimiste. Cette décision d'élargir les zones protégées sur les terres australes françaises, eh bien, laisse des perspectives encourageantes et peut-être feront des émules ou des petits dans d'autres régions du monde. Espérons-le. Espérons-le. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres épisodes sur une série, peut-être une autre thématique, puisque là, cette émission va clore cette première série sur les aires marines protégées. Nous aurons d'autres sujets à vous proposer. Donc, je pense que Rodolphe de Villers, vous avez apprécié et découvert comme moi ici beaucoup de choses au travers de ces discussions avec Rodolphe de Villers. Merci beaucoup, en tous les cas. Merci à vous. Et puis, à bientôt, à très bientôt. Merci à toutes et tous et à très bientôt également.